Bonjour à tous, c'est Nicolas Rago pour limpers.com. Je fais une vidéo en NL100 que je vais faire en deux parties. Donc aujourd'hui c'est la partie numéro 1. J'ai sélectionné une vingtaine de mains dans une session, après une ou deux sessions de NL100 que j'avais fait en short-handed. J'ai sélectionné dans mon tracker une vingtaine de mains qui me semblent assez pertinentes, qui vont me permettre de vous exposer quelques concepts. Et puis, alors pas forcément, ça va pas être d'un niveau très avancé. Je pense que ça va être adéquat si vous jouez en NL50, NL100. Ça devrait vous correspondre. Vous allez devoir vous y retrouver dans cette vidéo, je pense. Voilà, c'est le but. On m'avait pas mal demandé par rapport à ma dernière vidéo de No Limit Hold'em, qui était axée débutant. On m'avait redemandé de refaire la même chose, donc voilà, c'est un peu le concept. Cette fois-ci, c'est pas une session live, mais c'est une session a posteriori. Euh, donc voilà, on est parti pour une dizaine de mains dans cette vidéo, une quarantaine de minutes. Voilà. Alors j'ai les As en grosse blinde. Raise UTG défendu par la grosse blinde, donc ici j'ai un tribet évidemment facile. Ce que je voulais vous dire sur cette main préflop, c'était au niveau du montant de la sur-relance. Évidemment, si la petite blinde qui est ici avait jeté sa main préflop, j'aurais sûrement relancé à 10 euros, c'est-à-dire 10 blindes. Comme la grosse blinde a payé, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui fait entre guillemets plus d'argent dans le coup, plus d'argent mort, puisqu'en général il a pas une très grosse main ce jour-là. J'ai intérêt à relancer beaucoup plus fort pour dissuader les deux joueurs de payer et pour mettre plus d'argent dans le coup. Voilà. En sachant que les rares fois où je ferai un move ici et que je surrelancerai avec une main un peu spéculative, euh, j'aurais envie de prendre le coup aussi. Donc c'est aussi pour ces deux raisons. Donc là, je relance assez fort à 14 blindes. Je suis payé deux fois, il me semble. Voilà. Ce qui est pas une mauvaise nouvelle d'être payé deux fois. À la limite, je préfère me retrouver en heads up. Euh, donc en un contre un, au flop, c'est beaucoup plus facile à jouer. J'ai beaucoup plus de chances d'être devant l'adversaire et de peut-être de provoquer de l'action. Euh, mais de toute façon, les As, ça va pas être difficile à jouer, même contre deux adversaires. Typiquement sur ce genre de flop ici, 3, 4, 6, qui paraît quand même assez connecté. Euh, j'ai pas peur de jouer mes As à fond ici. Tout simplement, c'est qu'au départ du coup, on avait tous 100 euros, donc 100 blindes. C'est des mains qui vont être très faciles à jouer, surtout que j'ai sur-relancé pré-flop à 14 euros, qui est un montant assez élevé, ce qui permet de grossir le coup et d'avoir une décision assez simple. Effectivement, si j'avais un pot, donc ici il n'y a pas trop de réflexion à faire, je vais miser. Pas besoin de miser 42, je peux faire un petit peu moins je peux faire moins que le pot, ça sert à rien de miser trop fort. Euh, chose que je ferai de toute façon. Là, a priori, contre deux joueurs, si je mise ici, je vais jamais jeter. Ce serait trop risqué de miser et de jeter sa main ici. Si j'avais une main comme As-Dame, je pense que j'aurais tout de suite abandonné le coup. Parce que j'aurais eu peur que quelqu'un ait une paire et qu'il fasse tapis. Donc face à deux adversaires, ça aurait été difficile de le voler. Donc là, j'ai les As. Tapis. J'espère juste que l'adversaire qui est à ma droite en petite blinde ne paye pas le tapis, auquel cas j'aurais un peu peur de me retrouver face à un brelan. Et je pense que je serais obligé de payer puisque j'aurais pas beaucoup à payer quand même dans un pot qui serait très gros, mais ce serait un petit peu embêtant. Donc là, je paye, c'est facile, et je me fais, comme on dit, suck out. Donc en fait, j'avais 80% au flop. Euh... Alors c'est intéressant, il a payé le 3 bet avec roi 6 8 c'est une très grosse erreur, hein. Il a payé ma sur-relance préflop. Il a ouvert au UTG, ce qui revient à ouvrir au cutoff, donc juste avant le bouton. Euh, c'est pas, c'est correct, on va dire. Par contre, quand je lui fais 14 euros, il doit vraiment jeter sa main ici. Et voilà, justement pour pas se retrouver dans ce genre de config où des fois on fait une paire et on est derrière. Notamment s'il touche un roi, il est pas forcément bon. Il peut être battu par des mains comme roi dame, as roi. Donc c'est assez compliqué pour lui.
Bon, il était récompensé. Perdu le coup. Main suivante. Ici, nous avons un mini raise au bouton à 2 euros. J'ai un tribet assez facile. Alors, c'est toujours intéressant quand vous êtes en petite blinde. C'est quand vous avez une main très forte. Bon, là, c'est une main forte à ce dame, mais si j'avais une main très forte, typiquement comme paire de dames, quelque chose comme ça, je pourrais me permettre de piéger et de juste payer les 2 euros, dans l'espoir que ce joueur qui est en grosse blinde fasse un move et sur-relance tout le monde. Alors pour ça, il faut regarder le pourcentage de tribet de ce jour-là. Et là, effectivement, c'est 3,7. Ici, 3 bêtes, 4% au total. Et en big blind, je vous conseille de pas regarder cette stat-là. Vous aurez pas assez souvent de mains pour pouvoir, pour que ça soit cohérent et significatif. Vaut mieux regarder cette stat-là. Donc 4%, c'est un joueur qui sur-relance pré-flop très très peu. Donc clairement, ce serait une erreur avec une très grosse main de juste payer dans l'espoir qu'il fasse un move parce que ça n'arrivera pas souvent. Donc ici j'ai logiquement sur-relancé à 7,50, 7 blindes et demi, bon il avait fait 2. Et là je me retrouve face à une décision assez particulière, je me fais, comment on dit, forbet, donc sur-relancé. Sauf que c'est un peu particulier puisque les montants sont assez petits. Là j'ai vraiment peur de mon adversaire. J'ai que 8 mains sur lui, mais il est 75-13. Ça a l'air ça a l'air d'être un joueur très passif. Euh, qui paye beaucoup pour aller voir les flops. Et là il me sur-relance, j'ai vraiment peur d'être derrière. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait tapis. C'est que j'ai suspecté d'avoir une range assez forte. Donc son éventail de mains avec laquelle il va le faire va être plutôt restreint. J'imagine que ça va être des mains peut-être comme As-Dame, As-Roi, une grosse paire, quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai que là je peux pas jeter, donc j'ai décidé de payer. Sans info particulière, j'ai touché une gutshot. Et là j'ai passé. Alors il faut noter que le pot fait 27, mon adversaire a pot, en s'est laissant 52 derrière. Là j'ai très peu d'espoir sur le fait que si je fais tapis, mon adversaire va jeter. Euh, ça pourrait être un ça pourrait être un board intéressant sur lequel on pourrait faire tapis en espérant faire folder son adversaire et en se disant qu'on joue peut-être là sous le valet si on est payé. Si malheureusement on est payé et que notre bluff ne marche pas, on a des outs. Sauf qu'ici, je pense que ce serait une énorme connerie en fait de le faire, puisque mon adversaire, comme j'ai dit, son éventail de mains est vraiment très forte et ce board touche son range. Je serais très 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 étonné qu'il jette sa main après avoir fait tapis. Donc ici, il n'y a rien d'autre à faire que de jeter. Mais genre, on va travailler ensemble sur justement ce qu'on appelle le range adverse, c'est-à-dire essayer de deviner avec quelle main l'adversaire peut faire telle ou telle chose et avec laquelle il ne fera jamais ça. Et en fonction de ça, on va essayer d'affiner notre raisonnement et d'essayer de choisir les plays, donc de choisir voilà les plays les plus judicieux. Donc ici, on a une ouverture du genre UTG, donc on n'est que 5 à la table. Ce serait un petit peu ambitieux de sur-relancer préflop pour value. Faut savoir que quand vous sur-relancez, alors peut-être que pour certaines personnes qui m'écoutent, ça sera évident, mais je préfère le rappeler quand même. Peut-être que pour d'autres c'est pas forcément clair, mais quand vous sur-relancez préflop, il faut savoir pourquoi vous le faites. Si vous le faites pour value, donc dans l'espoir d'être payé par des mains moins bien, avec laquelle vous allez pouvoir extraire de la valeur, typiquement une main comme As-Roi par exemple, où on espère être payé par des As inférieurs, ou alors des grosses paires, on essaie d'être payé par des mains spéculatives. Donc ça va être une surrelance pour value.
on va essayer de valoriser la valeur de notre main et de mettre un maximum d'argent pré-flop, puisqu'on a de très grandes chances d'avoir à ce stade de la main la meilleure. Et il y a le tribet light, donc on pourrait appeler le tribet euh, pour bluffer entre guillemets, où on espère d'une part prendre le coup pré-flop directement en sur-relançant, donc typiquement si j'avais mis 10 euros avec une main genre 7 et 8, on espère prendre le coup directement, et si on est payé, et on va essayer de représenter une main plus forte qu'on a et de voler le coup plus tard. Donc évidemment, si on sur-relance que en bluff, ça va pas marcher. Si on fait que en value, face à des joueurs attentifs, on sera pas souvent payé. Donc il faut faire un bon mix des deux. Faut faire un peu plus souvent en value qu'en bluff, mais il y a un peu, voilà, il y a un peu de ça. Ici As Valet, donc pour revenir à ma question initiale, est-ce que je tribet? Euh, et si oui, je pense que c'est vraiment optimiste parce qu'on va être payé par des As-Valet, peut-être As-Dame, As-Roi, rarement par des mains comme As-7, et on pourra peut-être perdre gros sur certains flops. Peut-être qu'il peut avoir une main comme As-7, mais il va sûrement jeter déjà directement le coup. Donc autant payer et aller voir un flop. C'est une main qui va plutôt bien jouer. J'ai décidé de donc bet 4 euros. Pourquoi pas? Je vais plus souvent check call ici. Euh, je sais pas, j'ai joué bizarrement la main. Je pense que j'aurais dû check call au flop, ça aurait été plus simple. Check call à la turn, et on aurait avisé à la river. Mon adversaire a payé au flop. Il peut avoir pas mal de choses. Ici, il a pas forcément les cœurs, c'est pas une très bonne carte le 8, mais bon, il y a pire. Donc là, je suis obligé de payer. Évidemment, j'ai checké, mon adversaire a plus que 36 euros. Ce qui est à peu près le pot au centre. Il a checké. Si il avait misé, j'aurais jeté, je pense, parce que là, je bats plus qu'un bluff en fait. S'il a une main comme As-10, As-9, il va plutôt checker, il va avoir peur que j'ai mieux. Et puis s'il a une main meilleure que la mienne, comme 2 paires As-8, il devrait miser. Donc il ferait une mise pour value en fait, pour extraire de l'argent. Donc si je check et que mon adversaire mise, s'il fait tapis, on pourrait dire que j'ai un bluff catcher, c'est-à-dire c'est une situation où finalement on a une main correcte, mais on ne va gagner le coup que si l'adversaire a bluffé, étant en total bluff. On ne gagnera pas le coup, à moins que ce soit un joueur bête, mais par exemple un joueur qui a As-Dame As-9 ne devrait pas miser ici. Euh, donc on ne battra que un bluff si mon adversaire mise. Il a checké, il avait As-8, il a fait une grosse erreur, il aurait dû miser. Le problème c'est que s'il mise pas As-8 ici, donc si je rejoue contre lui plus tard, finalement qu'est-ce qu'il va miser? Alors, euh, sa range va être trop polarisée vers soit les nuts, donc on va dire la flush, pas forcément max, mais on va dire la flush, ou alors vers un bluff total. Mais il n'aura pas de main intermédiaire, et quand vous analysez certains joueurs, vous pouvez vous apercevoir que euh, ils ont cette mauvaise façon de jouer, vous allez pouvoir vous permettre, si l'adversaire bluffe de temps en temps, mais décemment, vous allez pouvoir vous permettre de payer justement avec des mains comme As-Valet, puisque l'adversaire, finalement, il a soit les cœurs, soit un bluff. Donc c'est beaucoup plus facile de payer avec As-Valet, alors qu'un adversaire qui peut avoir 2 paires As-8, 2 paires As-7, par exemple, voire 2 paires As-5, plus les cœurs, plus brelan, etc., ça fait pas mal de mains, et c'est beaucoup plus difficile de payer. Donc c'est intéressant de repérer ce genre de profil. Alors lui, typiquement, il a eu peur de la couleur. Si on revoit comment la main a été jouée, j'ai rarement couleur. Euh, Puisque j'ai misé au flop, bon, je peux avoir tirage couleur. Je mise, admettons, payé. Et là, j'ai check call, j'ai rarement les cœurs. J'ai très rarement les cœurs pour avoir check call, j'aurais souvent misé. Ou check raise parce qu'il avait plus beaucoup de tapis. Donc clairement, ici, il aurait dû miser peut-être 25. Si j'avais fait tapis, bah, il aurait payé les 11 supplémentaires. Et voilà. Donc là, c'est une erreur de sa part. Bon, j'aurais jeté, mais c'est un mauvais équilibrage mauvais équilibrage de son jeu. Et quand je vois ses statistiques, il est 21-17, donc c'est un joueur qui
qui est tight agressif. Ça m'étonne pas de son style de jeu et sa façon de jouer pré-flop et post-flop. Ça m'étonne pas du tout. Main suivante. Encore un As-Valet. Ici, nous avons 2 limpers. Donc limper et suivre le montant de la grosse blinde sans relancer pré-flop. Ici, il y a 3,5 € par terre. Donc c'est important quand on veut voler, pas voler le coup, mais relancer pré-flop, de relancer fort et pas seulement de 3 grosses blindes, parce que je vais être payé, je vais jouer un coup hors position face peut-être à 3 joueurs, ce qui ne sera pas forcément une bonne nouvelle. Je préfère jouer un coup plus gros face à un seul joueur. Donc c'est pour ça que j'ai relancé à 6 blindes. J'aurais pu faire 5 ou 6 blindes. Tout à fait correct. Et je suis payé par les 2 joueurs. Roi 3-3, qui est un board très soft. Je suis hors position évidemment. Alors avec quoi mes adversaires ont pu limper et call? Faut savoir que Billy Cash 45-0, ça veut dire qu'il joue 45% des mains, quasiment la moitié, et 0% il n'en relance aucune. Donc il fait que suivre la grosse blinde et payer les relances. Donc c'est un joueur qui va jouer toutes ses mains de la même manière. Il va jouer les 50% de ses mains, il va juste suivre et voilà. Donc il peut avoir vraiment beaucoup de choses, il a la moitié du deck ici. Jivara, j'ai que 5 mains sur lui, donc je peux pas dire grand chose, mais il est 80-0, ça veut dire qu'il a un peu comme Billy Cash, il paye, il limp et il veut voir le flop. Contre ce genre de joueur, il faut les bousculer en fait. Vous allez leur voler beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent mort en fait par terre. C'est de l'argent qui est mis, mais sans agressivité. Donc ils vont subir les coups. Ici, clairement, j'aurais dû miser la moitié du coup, la moitié du pot. C'est un board qui est très soft, très sec. Donc s'ils n'ont pas le roi, ils ont rarement un 3. S'ils n'ont pas le roi, ils vont sûrement abandonner. J'aurais dû miser 9 € et puis on n'en parlait plus la plupart du temps. J'ai checké, j'ai fait une erreur. En fait, faut toujours, surtout que c'est des joueurs qui sont pas très forts en fait, en face est complètement inexpérimenté, débutant, donc il faut essayer de voir le risque, le ratio entre risque et avantage du bet. Et clairement, miser 9 € pour voler 19 ici, je vais prendre très souvent le coup. C'est une erreur de pas l'avoir fait, et le fait de jouer. Donc j'ai un peu de showdown value dans le sens que j'ai ace high, j'ai peut-être la meilleure main, mais je vais pouvoir perdre le coup sur les cartes à venir, je vais pouvoir me faire bluff plus tard, ça va être difficile pour moi de payer avec ace high, donc clairement j'aurais dû miser. Check. J'ai encore checké turn. À l'arrivée j'ai fait donc troisième couleur max, je suis battu par la dame hélas. Je pourrais check call, mais je pense que comme c'est des joueurs assez faibles et assez passifs, notamment ce joueur-là, non. J'aurais pu check call, mais comme ils sont assez passifs, je préfère miser. Je pense être payé par n'importe quel carreau en face. Et puis si je mise et que l'adversaire a une dame, il va just call, ce qui reviendra au même aussi de toute façon. Donc j'ai misé 12, payé, relancé et fait tapis. Donc évidemment j'ai passé, j'ai peur de voir full en face. Et là c'est marrant parce qu'on va voir les mains. L'adversaire a 8 et 2, il a mini raise. Bon, je pense que j'aurais payé sans trop d'infos. Si lui, il avait jeté avec son As-10, bah, s'il était pas dans le coup, j'aurais payé les 12 un peu. J'aurais eu peur de me retrouver face à l'As ou la Dame, mais bon, j'aurais été sûrement obligé. Et lui, il a payé avec son 8. D'accord. Voilà. Alors, tiens, je voulais faire une petite parenthèse. Je sais plus si j'en ai parlé la dernière fois. Je fais 3 grosses blindes au bouton, chose que je fais aussi UTG. 3 grosses blindes. Vous verrez certains joueurs faire un mini raise au bouton. Alors c'est vrai que c'est sûrement plus adéquat contre des joueurs assez bons de mini raise au bouton. Ça nous permet de voler beaucoup plus les coups, de mettre moins d'argent et euh, et voilà. En revanche, je pense que contre des adversaires assez faibles, c'est mieux de mettre 3 blindes au bouton, parce que les joueurs vont faire des erreurs, vont beaucoup trop payer en blindes, et ils vont avoir un jeu qui va pas être adapté.
Donc ici c'est pour ça qu'en NL100 je fais 3 blindes, alors que si je jouais en L1000 j'aurais fait 2 blindes. Il y a un adversaire que je connais un petit peu, qui est un bon joueur, un très bon joueur pour de la NL100. Euh, et je l'avais vu être très très actif sur la table. Donc j'ai décidé de payer, c'est assez loose. C'est quand même une main assez faible As-9, notamment qui est dominée par les As-Dame, As-Roi. Donc c'est une main qui est assez difficile à manier. En général, je vais jeter cette main à ce moment-là du coup. Mais ici j'ai payé, puisque c'est lui, il me surrelance beaucoup, il est très actif. Et on est en combat de boutons contre petite blinde. Donc là j'ai décidé de payer dans ce cas précis. Donc pour toutes ces raisons. Pour toutes ces raisons. Je rate le flop. Clairement. Ici, si je paye, c'est pour dans l'idée de faire un move derrière, mais ça va être assez compliqué s'il remet une dose à la turn. Donc la plupart du temps ici je vais jeter. Mais j'ai décidé de le bluffer, de tenter un bluff pour pas très cher. J'ai décidé de faire un petit raise à 30. Chose que je ferai aussi avec un roi. Pas besoin d'en mettre des tonnes de toute façon ici. Autant économiser les fois où je bluffe. Donc je ferai 30 avec toutes sortes de mains avec laquelle je vais décider de relancer. Donc j'investis 30 € pour gagner 33 directement. J'espère qu'il fold. Je pense ici il paiera très rarement ici ma mise. Soit il fera tapis, soit il jettera. Donc voilà, c'est en gros j'investis 30 pour gagner 33. Il faut que ça marche une fois sur deux. Donc il faut le faire de temps en temps. C'est une question de fréquence. C'est pas forcément évident au poker justement. C'est un gros problème chez certains joueurs. Ils font des moves qui sont pas mauvais en soi, mais ils les font trop. Alors faut vous dire que ce genre de move, si c'est un adversaire qui est vraiment pas du tout regardant et qui s'adapte pas, vous pouvez en abuser, mais si vous jouez contre un adversaire décent, vous pouvez pas, il faudra pas le faire tout le temps, il faudra le faire de temps en temps. Et c'est génial, ça a marché, donc voilà. Toujours, toujours frustrant de se faire revenir dessus all-in, mais voilà, c'est une affaire de risque et il y a une affaire de chance dans l'instant pour que ça marche ou pas, mais la question c'est de le faire dans un spot favorable, évidemment. Alors, bouton attaque. Deux blindes ennemis, je défends avec As5 suité, évidemment. Je rate le flop. Encore une fois, je vais jeter ma main 3 fois sur 4 ici. Je joue contre un adversaire 26-23 qui est plutôt actif mais qui tribette très peu. Et qui est assez agressif post-flop, qui a l'air plutôt décent. A priori. Donc ici je vais très souvent jeter ma main, mais comme j'ai dit c'est une question de fréquence, de temps en temps il faut check raise bluff, c'est intéressant. Vous allez pouvoir gagner des pots assez facilement, sans, 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 sans gros développement du coup. Donc ici j'ai fait 12. Maintenant ce que j'aimerais aborder avec vous c'est le choix de la main. Clairement si j'avais paire de 3 ce serait une très mauvaise idée. Par exemple les petites paires je vais pas faire de move avec. Le problème c'est que quand on est payé, donc quand je check raise à 12 et que je suis payé sur un board dame 6-4, si j'ai paire de 3 et que mon adversaire a une dame, quelque chose comme ça, finalement j'ai pas d'out pour gagner à part peut-être 3 2-3 dans le paquet, ça fait deux cartes. Ça fait très peu de cartes. Donc on va plutôt prendre des mains avec de meilleures possibilités. Alors typiquement ici j'ai Ace High, donc un As peut-être me fera gagner. Et puis surtout j'ai une backdoor couleur, backdoor cœur, et des backdoor quintes. Donc 4, 5, 6. Ça veut dire que si je touche un 7 ou un 3, j'aurai un tirage quinte par les deux boules à turn. S'il y a un 8 ou un 2, j'aurai une gutshot.
Et s'il y a un cœur, j'aurai un tirage couleur. Ce qui me permettra de plus facilement continuer mon agression. Voilà, vous l'aurez compris. Donc vaut mieux ce genre de main. Les pires mains, c'est les petites paires que vous transformez en bluff en fait, au flop. Donc j'espère prendre le pool. Le call, j'ai été payé malheureusement. Alors mon adversaire ici peut-être peut avoir pas mal de mains. Quand il mise, son range est assez large, mais du fait qu'il me paye, a priori, il a des mains comme un 6 peut-être, une dame, des pocket pairs entre le 6 et la dame, comme paire de 7. Tirage quinte, des mains comme ça. Je pense pas qu'il aura très souvent d'autres choses que ça. Bon, brelan évidemment, overpair et compagnie, mais donc voilà, mauvaise nouvelle, je suis payé. Bonne nouvelle, je touche un roi, qui est une très bonne carte. Roi de cœur qui me donne tirage couleur max. Et en plus de ça, le roi peut lui faire peur s'il a une dame mal kickée, etc. Peut-être que ça me donnera plus de possibilités de bluff. De temps en temps, je peux avoir un roi aussi, je peux avoir, bon, peut-être roi dame, mais surtout, je peux avoir des mains roi 10, des mains comme ça que j'aurais pu chez Graze en bluff, roi valet, et avoir été chanceux. Si mon adversaire a une main comme paire de 8, c'est assez difficile pour lui de payer ma mise à la turn. Donc là, ici, clairement, ce serait une très grosse erreur de check call. Check Graze all-in, j'en vois pas trop l'intérêt. S'il a une dame, il risque de checker back justement. Donc j'ai décidé de miser ici. Le pire scénario, ce serait que mon adversaire fasse all-in. Auquel cas, je serais obligé de jeter ma main et j'aurais 73 € à payer. Pour gagner un pot de 200, ça veut dire 33%. Je les ai pas. Je les ai pas contre une dame par exemple. Voilà, donc là je suis très confiant sur le fait que je vais prendre le coup très souvent. Malheureusement, je suis payé, mais j'ai le droit d'être chanceux. Contrairement à paire de 3, là je joue quand même pas mal de cartes, tous les cœurs, peut-être les as. Ce qui fait beaucoup plus de cartes pour me sauver, peut-être 20-25%. Doublé du 4. Miracle. Non, pas du tout. Alors faut savoir que les doublettes, en No Limit Hold'em, contrairement au MA, en No Limit Hold'em, les doublettes sont des mauvaises cartes à bluffer puisque ça change pas la structure du board. C'est vrai que s'il y avait un tirage couleur à trèfle, peut-être que j'aurais pu miser ou hero call, je sais pas, mais en espérant qu'il ait les trèfles. Ici, finalement, à part tirage quinte 5 et 7, 5 et 3, il a souvent une main. La question c'est s'il a une main comme Dame Valet, si je fais tapis, est-ce qu'il va payer? C'est possible que oui. Donc, ce que je voulais aborder avec vous, c'est les bonnes et les mauvaises cartes en fait à bluffer. Euh, une bonne carte aurait été un 5 par exemple, un 8 qui fait rentrer la quinte. Alors lui aussi peut l'avoir, mais il l'aura pas si souvent que ça. Donc un 3, un 2, un 5, un 7, un 8, peut-être un 10. Je suis pas forcément très crédit, mais c'est assez difficile pour lui de payer s'il a une dame. Ce genre de cartes. En fait, les pires cartes, c'est les doublettes. Doublette du roi, doublette de la dame encore pire. Euh, donc là, j'ai décidé d'abandonner complètement. Et puis, bah, s'il a 5 et 7 et qu'il check back, de temps en temps, je peux gagner le coup, très rarement, mais faudrait pas qu'il me bluffe. Bon, ici, j'abandonne, je pense que... Euh, c'est Negreanu qui disait à juste titre, alors, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais avec ça, j'étais plutôt d'accord. À la river, euh, parfois, quand on a rien et qu'on a vraiment rien et qu'on le coup de son on peut plus le gagner, des fois le meilleur moyen de perdre encore plus d'argent c'est de bluffer. Voilà, donc c'est vrai que il faut s'abstenir des fois de bluffer quand la configuration n'est pas là et c'est pas grave d'avoir perdu beaucoup. Il faut sauver ce qu'on peut encore sauver, c'est-à-dire notre tapis si on pense que le bluff passera jamais. Voilà, donc ici j'ai checké, il a fait tapis, alors donc en gros j'avais plus que 73 la hauteur du pot. Je serais assez curieux de savoir ce qu'il avait. Parce que s'il a une dame, dame valet, même as dame, c'est compliqué. Il devrait pas miser tapis. Donc ici, il n'y a pas grand chose avec laquelle il va miser tapis. Limite, ça me donnera envie de payer. Parce que il a rarement un 4 dans la main, il aurait pas payé deux fois.
Alors si, il y a peut-être paire de 6, paire de 6, paire de dames, paire de roi en main, qui font full. Ok. Pas beaucoup de mains. Paire d'as. Roi dame. C'est un peu les seules mains, quoi. Dame 6, ouais. Mais bon, je vais pas payer, quoi. Il y a trop peu de mains que je bats, qui sont les tirages quintes, il y en a pas beaucoup, donc je vais passer. Alors, roi 10. Alors ici on a donc j'ai attaque UTG, payé en grosse blinde, c'est un flop intéressant qui me donne des backdoor couleurs, backdoor quinte. J'ai pas mal de cartes qui vont être intéressantes à bluffer à la turn. Typiquement, donc j'ai été payé ici. J'ai pas besoin de faire très fort, j'ai un peu changé. Typiquement un 9, un valet. Alors un 9 me donne une gutshot avec une gutshot pour faire quinte max avec un valet. Un valet me donne tirage quinte par les deux bouts. Un as, une bonne carte pour miser. J'aurai une gutshot. N'importe quel pic. Voilà, donc c'est toutes ces cartes. 10, valet, roi, as, tous les pics sont des très bonnes cartes avec lesquelles je vais pouvoir bluffer la turn en espérant prendre le coup. C'est toujours le même principe. Au poker, quand on bluffe, on essaye d'avoir de l'équité, du moins la turn. Le seul cas où on n'a pas d'équité, c'est la river. Parce que là, on a raté notre main et quand on bluffe, c'est à poil. Euh, on n'a plus aucune chance de gagner le coup qu'autrement que de passer son bluff. Alors que au flop, elle arrive à la turn, on essaye d'avoir des mains décentes, on essaye de prendre les meilleures mains pour bluffer, avec laquelle on n'a pas touché mais on a encore un peu d'espoir de gagner pour ce qui augmente beaucoup notre gain à la table. C'est très important. Donc payer, j'ai touché un roi, donc là ça va être facile de miser. Et là mon adversaire check. On pourrait se poser la question, euh, donc comme j'ai dit c'est un board laquelle on va souvent 3 barrels, 3-6 dames, voilà. Donc là on 3 barrels plus pour bluffer, mais pour value évidemment. À la rigueur on pourrait se poser la question, le 9 est un petit peu dangereux, euh, c'est vrai. C'est vrai il paraît dangereux, il l'est beaucoup plus pour l'adversaire que pour nous finalement. Puisque l'adversaire n'a jamais la quinte avec 10 et valet, ça voudrait dire qu'il est payé au flop une mise hors position avec 10 et valet avec rien. Donc c'est quasiment impossible. Par contre, nous, on peut l'avoir justement. On peut avoir 3 barrels avec 10 et valet, un tirage quinte par les deux bouts à la turn, ce qui paraîtrait tout à fait logique. Et c'est vrai que le 9 est assez dangereux pour lui. Je pense qu'on est obligé de miser ici. Alors, sauf si on a une énorme barre de fer qui ne joue pas très bien. Auquel cas, je vais peut-être pas miser parce que j'aurais très peur qu'il jette tout le temps sa main, sauf quand il est devant, comme s'il avait deux paires d'âmes 9 par exemple. Par contre, si je joue contre ce même jour-là, ben, j'en profiterai pour beaucoup bluffer quand j'aurai rien. Voilà, c'est important de peser le pour et le contre. Mais ici contre un joueur standard, je pense que je vais faire une mise en espérant être payé par une dame. Maintenant, je suis battu par quoi? Par Breland 3, Breland 6, Roi Dame, Dame 9. Bon, ça fait pas beaucoup de mains. En même temps, il y en a pas beaucoup qui vont me payer aussi. Hein. Dame 10, Dame Valet, As Dame. Euh, c'est vrai. Mais par principe, on est obligé de payer, sinon on peut pas placer assez de bluff. On peut pas bluffer assez. Et il a jeté sa main. Alors ici, Roi 8, c'est une main que j'aurais jetée si j'étais dans cette position-là, donc au cut-off. Mais au bouton, ça va être une ouverture assez facile. On va ouvrir à peu près 50%, 60% des mains. C'est un jeu cash game où il faut voler les blindes, de toute façon le poker en général. Hein. C'est comme ça que l'action est stimulée, c'est par les blindes et il faut aller les chercher. Et Roi 8 est une main correcte. Ici en plus on peut noter deux arguments en faveur de l'attaque au bouton. Le premier argument,
c'est que ce joueur en grosse blinde n'a jamais tribet en 49 mains, ce qui laisse présager qu'il est très tight. D'ailleurs, il est 36-9, donc c'est quelqu'un qui va être très loose. Il va beaucoup payer, il va aller voir pas mal de flops, mais il va pas en attaquer beaucoup. Et lui, il tribet 7%, ce qui n'est pas non plus, ce qui n'est pas démentiel. Payer. Alors c'est étonnant, l'adversaire donc bet, c'est-à-dire qu'il mise, alors que c'est pas vraiment à son tour de payer, de miser, puisque c'est plutôt à l'agresseur préflop, en l'occurrence. Ici, j'ai pas vraiment d'intérêt de sur-relancer pour value. Alors, l'histoire de sur-relancer pour savoir où on est, oublié. Ce qui s'appelle le raise pour info, pour information. Puisque l'information, bah, on l'a pas forcément. Donc, ici, je paye juste. La dame, c'est une carte vraiment intéressante. Alors, d'un côté, s'il avait une dame, j'ai plus aucune chance de gagner le coup, en faisant deux paires ou quoi que ce soit. En revanche, ça diminue la probabilité qu'il ait lui une dame en main, évidemment, puisqu'il n'a plus que 2 dans le paquet, au lieu de 3. Donc finalement, ça change pas grand-chose. Ça, comme j'ai dit, c'est les doublettes, c'est des mauvaises cartes pour bluffer, c'est des cartes qui ne font pas changer beaucoup le, le board, en l'occurrence ici. Donc voilà. Ici c'est intéressant, mon adversaire a misé 4 € et il a misé un tiers. J'ai vraiment pris cette mise comme un signe de faiblesse pour quelqu'un qui a peut-être un draw, un 8 très faible, une paire de 7, une main comme ça, avec laquelle il veut pas mettre beaucoup d'argent dans le coup. Donc je pense qu'à ce stade du coup, j'ai de très grandes chances d'avoir la meilleure main, pour laquelle j'ai relancé pour value ici, maintenant. Je pense être payé par un 8. Il faut savoir que mon kicker rentre en jeu. Par un 8, moins bien que moi. Bon, s'il a S8, j'aurais pas trop de chance, mais c'est comme ça. Et puis, s'il a une dame, il peut décider de me piéger en just payant. Mais ça reviendra au même, puisque ça fera check-check à la river. Comme ça, s'il a un draw, donc s'il a un tirage couleur, bah, je lui fais payer son tirage couleur. Ça, c'est l'intérêt d'avoir de la position, parce que vous allez voir ce qui va se passer à la river. Donc mon adversaire a payé, très bien, une brique arrive. Euh, je pense que j'ai très souvent la meilleure main. Maintenant, la question c'est est-ce que je suis payé par moins bien? Effectivement, des fois il va avoir un draw, je vais miser, il va jeter. Je n'obtiendrai pas d'argent en misant. Donc c'est pas parce qu'on est souvent devant l'adversaire qu'il faut miser en fait. Il faut voir l'éventail de mains avec laquelle il va nous payer en étant devant nous et en étant derrière nous. Effectivement ici s'il a par chance une dame en ayant joué un coup un peu bizarrement, il va nous payer. Maintenant qu'est-ce qu'il va nous payer qui est moins bien que Roi 8. Je connais pas encore bien ce joueur, je sais pas. Je pense que c'est préférable ici de check sans information particulière. C'est pas, ça me paraît pas horrible de miser, mais je sais pas. Et bon, en étant Régis Oriented, j'ai bien fait parce qu'il avait un brelan de dame. Donc ici, si on analyse la situation à la turn, si j'avais juste payé, euh, mon adversaire aurait misé river sur la brique, sur le 2, et finalement j'aurais pas perdu plus d'argent. Donc j'aurais pas gagné plus d'argent non plus. La grosse différence, c'est s'il a un tirage, là je lui fais perdre, je lui fais payer beaucoup plus d'argent. S'il a un tirage cœur, il est obligé de payer, alors que si j'avais Just Call 4, il aurait économisé de l'argent sur moi à la river. Il aurait sûrement pas tenté de bluffer. Donc là voilà, c'est ce que le raise à la turn avait tous les avantages. Est-ce qu'on fait une dernière petite main? Allez, une dernière. Qui est le dame valet. Attaque au cut-off. 3, payé. Euh, alors, donc ici j'ai une main qui se joue bien. Au flop on va miser, on a une bonne main. On fait deux paires, on mise turn.
Alors, justement, je voulais... Voilà, on pourrait se poser la question ici, est-ce qu'en mise river, le pot fait 40, il lui reste 80 derrière? Finalement, je suis battu par quoi? Par la quinte. 10 dames, 18. Alors, faut savoir que ces mains-là, euh, c'est des mains avec lesquelles il aurait eu une gutshot au flop. Si la dame... si la... Pardon. Roi 10, 10 et 8. C'est des mains avec lesquelles il aurait eu une gutshot, donc c'est pas forcément sûr qu'il aurait check call au flop. Donc déjà, on peut plus ou moins écarter ce genre de main. Maintenant, il y a pas mal il y a les valets 9, dame 9 que je bats. Et je suis battu par des mains comme As dame. Mais peut-être qu'il m'aurait tribet pré-flop. As valet. Euh, je pense pas qu'il m'aurait payé au flop. Donc finalement, j'ai très souvent la meilleure main. Je dois miser ici, tout simplement. Pas besoin de se prendre la tête. Voilà, 28. Je pourrais même peut-être faire moins fort. Si mon adversaire me faisait tapis, ce serait après assez problématique. Alors c'est vrai qu'on dit toujours au poker il faut anticiper les coups de l'adversaire. Faut savoir qu'un check raise river en général chez l'adversaire c'est pas commun. Chez la plupart des adversaires c'est déjà vrai. Déjà chez tous les adversaires c'est pas commun et chez des adversaires un adversaire comme vous allez rencontrer en L100 c'est très rare et en règle générale les joueurs ne bluffent pas. Quand ils check raise c'est qu'ils ont la main parce que c'est pas évident en fait. Il faut y penser et il faut avoir le courage de le faire. Donc, si vous hésitez à value, ne vous dites pas qu'est-ce que je fais si mon adversaire me check raise. Alors, c'est mieux de savoir si vous allez payer ou folder, mais c'est pas ça là l'essentiel. Ici, de toute façon, on doit miser. Après, s'il fait all-in, on va réfléchir, mais c'est une situation qui arrivera tellement rarement qu'on n'a pas besoin forcément de l'anticiper. Euh, voilà. Donc j'ai misé, il a jeté. Bah, c'est passé vite, 40 minutes. On a fait 9 mains, je crois. Voilà, c'est pour cette première partie. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à poster un petit commentaire en me rappelant la main et la minute dans la vidéo. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour la partie numéro 2 qui sera très ressemblant à la partie numéro 1 mais avec d'autres mains, d'autres situations. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu, puis je vous donne rendez-vous dans la partie 2. Allez, salut, ciao tout le monde.